Par une nuit froide et solitaire, un père célibataire rencontre une jeune femme perdue sous la pluie, sans refuge ni direction. Poussé par la compassion, il l'invite à entrer, sans savoir qui elle est. Ce qui commence comme un simple geste se transforme en un parcours de guérison, de confiance et d'affection inattendue. Et entre un enfant, un canapé et un geste silencieux, il découvre que l'amour peut éclore là où on s'y attend le moins. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous de quelle ville vous écoutez cette histoire. La pluie tombait à verse sur les rues de Paris en cette aube de jeudi. Il était 2h15 du matin quand Théo tourna au coin de la rue du 4 septembre, dans le centre de la ville, portant 2 sacs en plastique lourds de courses faits au supermarché, ouverts 24 heures sur 24. Son service supplémentaire sur le chantier s'était terminé tard et il en avait profité pour prendre quelques provisions avant de rentrer chez lui. L'eau ruisselait sur l'asphalte, formant de petites rivières qui brillaient sous la lumière orangée des lampadaires. Le bruit de la pluie étouffait presque tous les autres sons de la nuit. Mais Théo avait les sens aiguisés de celui qui devait traverser ces rues tous les jours, à toute heure. C'est alors qu'il l'a vue, une silhouette solitaire, recroquevillée sous l'auvent d'une boutique fermée, les genoux serrés contre sa poitrine, la tête baissée. C'était une jeune femme, ses cheveux bruns collés à son visage mouillé, ses vêtements trempés malgré l'abri précaire que lui offrait l'auvent. Théo ralentit le pas. Sa première réaction fut la méfiance naturelle de celui qui vivait dans une grande ville et savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Mais il y avait quelque chose dans la posture de cette jeune femme, quelque chose qui le toucha d'une manière étrange. Elle ne semblait pas être là par choix. Elle semblait perdue. Elle semblait effrayée. Il s'arrêta à quelques mètres de distance, toujours prudent. La pluie continuait de tomber, trempant son dos, mais Théo ne bougea pas. Il observa quelques secondes de plus, essayant de décider quoi faire. Il pensa à Sophie, sa fille de 6 ans qui dormait à la maison sous la surveillance de Madame Marthe, la voisine qui l'aidait toujours quand il devait sortir la nuit. Il pensa à quel point il serait terrifié si, un jour, Sophie se retrouvait seule dans une rue déserte, mouillée et effrayée. Il fit 2 pas de plus en avant. La jeune femme releva la tête dans un réflexe défensif, les yeux écarquillés, le corps tendu comme un ressort sur le point de sauter. Elle devait avoir 23, peut-être 25 ans, et même dans la pénombre, et sous la pluie, Théo put voir la trace des larmes mêlées à l'eau sur son visage. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, en gardant la voix basse et calme pour ne pas l'effrayer davantage. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de le fixer, évaluant s'il représentait une menace ou une possibilité d'aide. Théo vit le conflit dans ses yeux. Il savait que le moindre mouvement brusque, le moindre mot de travers, et elle s'enfuirait en courant. Alors, il resta immobile, attendant. Finalement, elle secoua la tête. « Non, ça ne va pas. » Sa voix sortit faible, presque inaudible à cause de la pluie. « Mais ça ira. » Théo regarda autour de lui. La rue était déserte, les boutiques toutes fermées. Il n'y avait personne, juste eux deux et la tempête. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller et la laisser là. Il n'y arriverait pas. Ce n'était pas dans sa nature. « Écoutez, vous ne pouvez pas rester ici, ce n'est pas sûr. Vous avez un endroit où aller ?» Elle se mordit la lèvre inférieure, les yeux retournant vers le sol mouillé. « Non, je n'en ai pas. De la famille? Des amis? Non. » La réponse fut si définitive, si chargée de douleur, que Théo sentit un pincement au cœur. Il prit une profonde inspiration, réfléchissant aux possibilités. Il pensa de nouveau à Sophie, il pensa au risque, mais il pensa aussi au genre d'homme qu'il voulait être, au genre d'exemple qu'il voulait donner à sa fille. Et il prit une décision qui allait tout changer. « J'habite près d'ici, ce n'est rien de luxueux, mais il y a un canapé. Vous pouvez y passer la nuit. Demain matin, on verra quoi faire. » La jeune femme leva les yeux, surprise et méfiante à la fois. « Pourquoi feriez-vous ça? Parce qu'il est bien trop tard pour que vous restiez dans la rue, et parce que si c'était ma fille dans cette situation, j'aimerais que quelqu'un l'aide. » Elle étudia son visage pendant un long moment. Théo ne détourna pas le regard. Il n'avait rien à cacher. Il n'avait pas d'arrière-pensée. Il essayait juste de faire ce qu'il pensait être juste, même si cela allait à l'encontre de toute la logique de survie urbaine qu'il connaissait. « Je ne vous ferai aucun mal, ajouta-t-il,
avec une sincérité qu'elle put sentir. « Je ne vous poserai aucune question à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous dormez sur le canapé, demain vous prenez un café et vous partez si vous voulez. C'est aussi simple que ça. » La jeune femme hésita encore un peu, mais le froid, la fatigue et le désespoir parlèrent plus fort. Elle hocha la tête, presque imperceptiblement. Théo attendit qu'elle se lève. La jeune femme tremblait, et il remarqua qu'elle n'avait pas de sac, rien d'autre que les vêtements mouillés qu'elle portait. Ils commencèrent à marcher côte à côte, en silence, dans la rue détrempée. Théo ralentit le pas pour qu'elle puisse le suivre, et il nota qu'elle boitait légèrement. « Vous êtes blessé ? Ce n'est rien, juste une égratignure. » Il n'insista pas. Il avait dit qu'il ne poserait pas de questions et il allait tenir parole. Ils marchèrent encore 3 pâtés de maison jusqu'à arriver à un vieil immeuble de 4 étages, à la peinture écaillée et aux fenêtres aux grilles rouillées. Théo habitait au 2e étage. Il monta les escaliers avec précaution pour ne pas faire de bruit et ne pas réveiller les voisins. Elle le suivit, chaque marche semblant exiger un effort immense de son corps épuisé. Quand ils arrivèrent à la porte de l'appartement, Théo sortit la clé de sa poche et ouvrit doucement. L'appartement était petit et simple. Le salon avait un canapé usé mais propre, une télévision à tube cathodique sur une petite table en bois et quelques étagères avec des livres pour enfants et des jouets de Sophie. La cuisine était ouverte sur le salon, séparée seulement par un comptoir bas. Il y avait 2 portes, l'une menant à l'unique chambre et l'autre à la salle de bain. Théo alluma la lumière et lui fit signe d'entrer. La jeune femme fit quelques pas timides, regardant autour d'elle comme si elle entrait en territoire inconnu et dangereux. « Vous pouvez être tranquille, » dit Théo à voix basse. « Ma fille dort dans la chambre. Je vais dormir sur le matelas par terre, à côté de son lit, comme je le fais toujours quand j'arrive tard. Le canapé est à vous. » Il alla jusqu'à l'armoire encastrée dans le couloir et prit une couverture propre, 2 draps et une serviette. Il posa le tout sur le canapé. « Vous pouvez prendre une douche chaude si vous voulez, ça vous fera du bien, et je vais vous prêter un eau sec. Le vôtre est trempé. » La jeune femme hocha simplement la tête, toujours sans voix. Théo prit un vieux sweatshirt et le lui tendit. Il désigna la salle de bain. « Les serviettes sont accrochées à l'intérieur. Faites comme chez vous. » Elle prit la serviette et le sweatshirt avec des mains tremblantes et se dirigea vers la salle de bain. Théo entendit la porte se fermer et peu après, le son de la douche. Pendant ce temps, il alla à la cuisine, fit chauffer un peu d'eau et prépara une tisane à la camomille. Il laissa la tasse fumante sur la table basse à côté du canapé. Ensuite, il alla dans la chambre jeter un œil à Sophie. La petite fille dormait profondément, serrant contre elle l'ours en peluche usé qu'elle avait reçu pour son 4e anniversaire. Théo sourit, sentant son cœur se serrer d'amour. Tout ce qu'il faisait, c'était pour elle. Chaque service supplémentaire, chaque sacrifice, chaque choix difficile. Tout était pour s'assurer que Sophie ait une vie meilleure que la sienne. Il ferma doucement la porte de la chambre et retourna dans le salon. Quelques minutes plus tard, la jeune femme sortit de la salle de bain. Elle avait les cheveux humides peignés en arrière, le visage propre vêtu du sweatshirt qui était bien trop grand pour elle. Elle paraissait plus jeune ainsi, plus vulnérable. Ses yeux étaient encore rouges, mais elle semblait un peu plus calme. « Je vous ai fait une tisane, » dit Théo en montrant la tasse. « Ça aide à se détendre. »« Merci, » répondit-elle, et cette fois, il y avait un filet d'émotion sincère dans sa voix. Elle s'assit sur le canapé, prit la tasse à 2 mains et but lentement. Théo commença à arranger les draps sur le canapé, improvisant quelque chose qui ressemblait à un lit. Elle observait chacun de ses mouvements, essayant toujours de comprendre pourquoi cet inconnu était si gentil, sans rien demander en retour. « Je m'appelle Théo, » dit-il, sans la regarder directement, concentré sur le lissage du drap. « Je travaille dans le bâtiment. Il n'y a que moi et ma fille, Sophie. » La jeune femme resta silencieuse un moment, comme si elle décidait si elle devait ou non révéler son nom. Finalement, elle murmura « Béatrice. Enchantée, Béatrice. Écoutez, je sais que vous ne me connaissez pas et que vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais vous pouvez dormir tranquille. Personne ne vous dérangera ici. » Elle hocha la tête et Théo remarqua que ses yeux étaient humides. Il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Il ne savait pas d'où elle venait, ni pourquoi elle était seule dans cette rue au milieu de la nuit.
mais il savait qu'elle portait une douleur profonde. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, n'hésitez pas à m'appeler. Je serai dans la chambre. » Théo attendit un instant de plus, mais comme elle ne dit rien, il fit un signe de tête et se dirigea vers la chambre. Avant de fermer la porte, il jeta un dernier regard en arrière. Béatrice était allongée sur le canapé, le dos tourné vers lui, la couverture remontée jusqu'au cou. Elle paraissait si petite, si fragile. Il entra dans la chambre, prépara le matelas par terre à côté du lit de Sophie et s'allongea, mais il mit beaucoup de temps à s'endormir. Il pensait à la jeune femme dans le salon, aux circonstances qui l'avaient mené là, et à ce que le lendemain apporterait. Dans le salon, Béatrice non plus ne parvenait pas à dormir immédiatement. Elle était épuisée, son corps lui faisait mal, sa tête la lançait, mais pour la première fois depuis des jours, elle se sentait en sécurité. Elle ne savait pas expliquer pourquoi. Peut-être était-ce la voix calme de Théo, ou la manière respectueuse dont il l'avait traitée, sans jugement, sans questions indiscrètes. Peut-être était-ce l'odeur de foyer que dégageait ce simple appartement, quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis très longtemps. Elle ferma les yeux et laissa les larmes couler silencieusement sur son visage. Ce n'étaient plus des larmes de désespoir, mais celles d'un soulagement profond et inattendu. Pendant quelques heures, au moins, elle n'aurait pas besoin de fuir. Elle n'aurait pas besoin de se cacher. Elle n'aurait pas besoin d'avoir peur. Peu à peu, la fatigue l'emporta et elle s'endormit. Le réveil vint avec la lumière timide de l'aube filtrant par la fenêtre du salon et un léger bruit venant de la cuisine. Béatrice ouvrit les yeux lentement, désorientée pendant une seconde. Où était-elle? Que s'était-il passé? Puis, les souvenirs de la nuit précédente revinrent. La pluie, l'homme, la gentillesse inattendue. Elle s'assit sur le canapé et vit Théo dans la cuisine, en train de préparer le café. Il portait un simple t-shirt et un jean, les cheveux encore en désordre. Quand il remarqua qu'elle était réveillée, il sourit. « Bonjour. Bien dormi ?» Béatrice hocha la tête. « Étonnamment, oui. Je fais du café. Il y a du pain aussi. Ce n'est rien de très élaboré, mais ça remplit le ventre. » À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit et une petite fille apparut, se frottant les yeux endormis. Elle avait des cheveux bruns bouclés, attachés en une queue de cheval un peu de travers, portait un pyjama rose avec des dessins d'étoiles et serrait son ours en peluche contre sa poitrine. Sophie s'arrêta net en voyant Béatrice, les yeux écarquillés de surprise. « Papa, il y a une dame dans notre salon. » Théo rit doucement. « Je sais, ma chérie. C'est Béatrice. Elle va prendre le petit déjeuner avec nous aujourd'hui. » Sophie regarda de Béatrice à son père et de nouveau à Béatrice, curieuse, mais sans peur. C'était une enfant habituée à faire confiance au jugement de son père. S'il disait que tout allait bien, alors tout allait bien. « Bonjour, dit Béatrice, essayant de sourire, malgré l'inconfort de la situation. « Bonjour, répondit Sophie, puis avec la sincérité brutale des enfants, elle demanda « Tu es l'amie de mon papa ?» Béatrice hésita, ne sachant que répondre. Ce fut Théo qui sauva la situation. Béatrice avait besoin d'un endroit où rester cette nuit, et je lui ai offert le canapé. Tu te souviens que je te dis toujours d'aider les gens quand ils en ont besoin? Sophie hocha la tête avec sérieux. Comme quand Madame Marthe m'aide quand tu travailles. Exactement. La petite fille s'approcha alors de Béatrice, toujours en tenant son ours, et la dévisagea, avec ses grands yeux sombres pleins de curiosité enfantine. Tu veux voir mon ours? Il s'appelle Miel. Béatrice sentit son cœur se serrer. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas vu une innocence aussi pure, si longtemps qu'elle ne s'était pas sentie partie de quelque chose d'authentique. « Il est très beau, dit-elle, et cette fois le sourire fut sincère. » Sophie grimpa sur le canapé à côté de Béatrice et commença à lui raconter avec enthousiasme l'histoire de son ours, de l'école, des dessins animés qu'elle aimait regarder. Théo observait la scène depuis la cuisine avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Sophie était très communicative, très affectueuse, et il avait peur qu'elle s'attache rapidement à Béatrice, surtout parce qu'il ne savait pas combien de temps la jeune femme resterait. Le café fut prêt, et Théo les appela toutes les deux à table. C'était un repas simple, du pain avec du beurre, du café au lait, quelques fruits. Mais c'était fait avec soin, et cela faisait toute la différence.
Béatrice mangea lentement, savourant le goût de chaque chose comme si c'était la première fois. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas pris un repas tranquille, sans se presser, sans peur. « Tu travailles dans quoi, Béatrice ?» demanda Théo en essayant de paraître décontracté. Elle déglutit. « J'étais au chômage, » répondit-elle, ce qui était une demi-vérité. « Je cherche quelque chose. » Théo hocha la tête, sans insister. « Je connais quelques personnes qui pourraient avoir besoin de quelqu'un. La propriétaire de la laverie, là, rue de Rivoli, embauche toujours. Le travail est dur, mais elle paie correctement. » Béatrice ressentit un mélange de gratitude et de honte. Cet homme, qui la connaissait à peine, essayait de l'aider à trouver un emploi. Pendant ce temps, elle cachait tous deux sa véritable identité. « Je te remercie, vraiment. » Après le petit déjeuner, Théo dut partir travailler. Il dit à Béatrice qu'elle pouvait rester si elle le voulait, se reposer un peu plus. Sophie serait à l'école jusqu'à l'après-midi, et à son retour, Madame Marthe viendrait la chercher. « Tu es sûre ?» demanda Béatrice, n'en croyant toujours pas sa générosité. « Certain, le double des clés est sous le paillasson. Si tu décides de partir, laisse-la juste là à nouveau. Si tu décides de rester jusqu'à mon retour, on discutera mieux ce soir. » Il prit son sac à dos, dit au revoir à Sophie en lui embrassant le front et sortit, laissant Béatrice seule dans l'appartement. Elle resta debout au milieu du salon pendant un long moment, essayant de tout assimiler. Cet homme lui avait fait confiance. Il avait laissé sa propre maison entre les mains d'une parfaite inconnue, et il n'avait rien demandé en retour. Béatrice regarda autour d'elle. L'appartement était humble, mais chaque recoin respirait l'amour. Les photos de Sophie accrochées au mur, les dessins de la petite fille fixés avec des aimants sur le réfrigérateur, les jouets rangés dans une caisse dans un coin du salon. C'était un vrai foyer. Elle s'assit sur le canapé, serra ses genoux contre sa poitrine et, pour la première fois depuis longtemps, s'autorisa à pleurer. Non pas de tristesse, mais d'un mélange confus de gratitude, de soulagement et de culpabilité. Gratitude pour la bonté inattendue. Soulagement d'avoir trouvé un havre de paix, même temporaire, et culpabilité de ne pas avoir été complètement honnête. Béatrice savait qu'elle ne pouvait pas rester là pour toujours. Elle savait qu'à un moment donné, elle devrait affronter la réalité qu'elle avait laissée derrière elle. Mais pour l'instant, dans ce petit appartement du centre de Paris, elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé exister vraiment. Elle avait trouvé la pure gentillesse de quelqu'un qui aidait sans attendre de récompense, qui accueillait sans juger, qui offrait un abri sans rien demander d'autre que du respect en retour. Et cela, réalisa-t-elle, était le début de quelque chose qui changerait à jamais le cours de sa vie. Les jours suivants furent un étrange mélange d'adaptation et de découverte pour Béatrice. Elle avait décidé de rester, du moins pour le moment, et Théo n'y fit aucune objection. Il ne lui demanda pas de loyer, n'établit pas de règles strictes, lui demanda simplement de respecter l'espace et d'aider comme elle le pouvait. C'était un accord tacite, basé sur une confiance mutuelle et la compréhension silencieuse qu'ils avaient tous deux besoin de cet arrangement, chacun pour ses propres raisons. Le deuxième jour, Béatrice tenta d'aider en cuisine. Théo était parti tôt au travail et Sophie se préparait pour l'école. Béatrice décida de préparer le petit déjeuner pour rendre l'hospitalité. Elle prit les œufs dans le réfrigérateur, la poêle dans le placard et commença à travailler avec une détermination qui dépassait de loin ses compétences culinaires. Elle n'avait jamais vraiment cuisiné. Dans sa vie d'avant, il y avait toujours quelqu'un pour le faire. Des employés de maison, des cuisinières, des chefs privés. Ses mains, habituées à tenir des coupes de cristal et des stylos en or, tenaient maintenant une spatule en plastique usée et luttaient pour casser des œufs sans en renverser la moitié dans l'évier. Sophie apparut dans la cuisine, déjà vêtue de son uniforme scolaire, les cheveux coiffés en une queue de cheval que Béatrice avait tenté de faire la veille. La petite fille s'arrêta en voyant Béatrice devant la cuisinière et un sourire illumina son visage. « C'est toi qui fais le petit déjeuner ?» demanda-t-elle excitée. « J'essaie » répondit Béatrice avec un sourire nerveux. Sophie tira une chaise et grimpa dessus pour être à la hauteur du comptoir, observant tout avec curiosité. Béatrice essayait de remuer les œufs dans la poêle, mais il était clair qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Le blanc commença à coller au fond, le jaune s'étala de manière irrégulière, et quand elle tenta de tout retourner d'un coup, la moitié tomba hors de la poêle,
et glissa sur le côté de la cuisinière. « Oh non !» murmura Béatrice, sentant son visage s'empourprer de honte. Sophie rit, mais ce n'était pas un rire méchant, c'était le rire innocent d'une enfant devant quelque chose d'inattendu et de drôle. « Tu n'as jamais fait d'œuf avant, hein ?» Béatrice soupira. « Ça se voit tant que ça ?»« Un petit peu, » admit Sophie en hochant la tête. « Mais ce n'est pas grave. Mon papa aussi a brûlé les œufs la première fois qu'il a essayé tout seul. Il me l'a raconté. » Béatrice regarda la petite fille et ne put s'empêcher de sourire. Il y avait quelque chose de si réconfortant dans la sincérité enfantine, dans la capacité de Sophie à rendre n'importe quelle situation moins grave qu'elle ne l'était. À ce moment, la porte de l'appartement s'ouvrit et Théo entra. Il avait oublié son portefeuille sur la table basse et était revenu le chercher. En voyant la scène dans la cuisine, les œufs renversés, Béatrice avec la spatule à la main et une expression de désespoir sur le visage, il comprit tout immédiatement. « Laisse-moi t'aider avec ça, » dit-il en lui prenant délicatement la spatule des mains. « Je voulais aider vous faire le petit déjeuner, mais j'ai tout gâché, » dit Béatrice, se sentant inutile. « Tu n'as rien gâché, » répondit Théo, en nettoyant déjà la cuisinière et en prenant d'autres œufs. « Ça arrive. La première fois que j'ai essayé de faire un œuf au plat pour Sophie, j'ai fini par lui servir une crêpe dure à force de la retourner. Elle l'a mangée quand même parce qu'elle a dit que c'était une crêpe à l'œuf et on a inventé que c'était une nouvelle recette. » Sophie éclata de rire en se souvenant. « C'était horrible, papa. » Théo feignit l'indignation. « Hé, tu avais dit que tu avais aimé. J'ai menti pour ne pas te faire de peine. » Ils rirent tous les trois ensemble, et Béatrice sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Cette famille avait une légèreté, une capacité à transformer les mauvais moments en souvenirs amusants qu'elle n'avait jamais connus. Théo prépara de nouveaux œufs, cette fois parfaitement cuits, et les servit aux deux. Il prit le portefeuille qu'il était venu chercher, embrassa le front de Sophie et repartit. Avant de sortir, cependant, il s'arrêta à la porte et regarda Béatrice. « Plus tard, je t'emmène à la laverie, si ça t'intéresse toujours. »« Ça m'intéresse, » répondit Béatrice sans hésiter. Et c'est ainsi que commença la nouvelle routine de Béatrice. Théo l'emmena à la laverie Sainte-Geneviève, un établissement modeste dans une rue latérale, avec des machines anciennes mais bien entretenues, et une forte odeur de lessive et d'adoucissant. La propriétaire, une dame d'une 60aine d'années nommée Vera, regarda Béatrice de haut en bas avec méfiance. « Tu as déjà travaillé dans une laverie ?» demanda-t-elle sans détour. « Non, » admit Béatrice. « Mais j'apprends vite et je travaille dur. » Vera échangea un regard avec Théo, qui fit un geste presque imperceptible de la tête, comme pour lui dire de lui faire confiance. La femme soupira. « D'accord, je vais te donner une chance. Mais le travail est pénible, tu sais. Ce n'est pas pour tout le monde. Tu commences demain, 6 heures du matin. » Béatrice accepta, remercia et sortit de la laverie avec un mélange de soulagement et d'anxiété. Elle avait un emploi, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu besoin d'avoir de toute sa vie, mais qui représentait maintenant son indépendance, sa chance de recommencer. Le premier jour de travail fut brutal. Béatrice arriva ponctuellement à 6 heures du matin et fut immédiatement plongée dans le rythme effréné de la laverie. Trier les vêtements par couleur et type de tissu, porter de lourds ballots d'un côté à l'autre, faire fonctionner les machines gigantesques, plier d'immenses draps d'hôtel, repasser des uniformes empesés. Ses mains, qui n'avaient jamais rien fait de plus lourd que de tenir un sac de créateur, commencèrent à lui faire mal après la première heure. Son dos se plaignait à chaque mouvement. Ses pieds, dans une paire de vieilles baskets que Théo lui avait prêtées, la brûlaient. Les autres employés l'observaient avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Il était évident qu'elle n'était pas d'ici. Même en essayant de se fondre dans la masse, en portant des vêtements simples prêtés, il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de parler, qui trahissait une origine différente. Mais Béatrice n'abandonnait pas. Elle faisait tout ce qu'on lui demandait, même quand elle se trompait, même quand Vera lui criait dessus pour avoir mis des vêtements de couleur avec les blancs ou pour ne pas avoir plié les draps correctement. Pendant la pause déjeuner, elle s'assit dans la petite cour à l'arrière de la laverie, mangeant le sandwich au jambon que Théo lui avait préparé ce matin-là. Ses mains tremblaient de fatigue. Des ampoules se formaient sur ses doigts. Tout son corps lui faisait mal, et elle avait encore 5 heures de travail devant elle.
Une des employées plus âgées, nommée Solange, s'assit à côté d'elle. C'était une femme noire d'âge mûr, avec des mains calleuses et un sourire bienveillant. « Le premier jour est toujours le pire, dit-elle. Mais tu tiens le coup. Je t'ai vu travailler. Tu ne baisses pas les bras facilement. » Béatrice eut un sourire fatigué. « Je n'ai pas le choix de baisser les bras. »« Tout le monde a le choix, répondit la femme. Mais tout le monde n'a pas le courage de rester. » Ces mots résonnèrent dans la tête de Béatrice tout l'après-midi. Le courage de rester, c'est ce qu'elle essayait de faire. Rester dans un monde complètement différent du sien, mais qui, d'une manière étrange, avait plus de sens que tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Quand sa journée se termina, à 6 heures du soir, Béatrice pouvait à peine marcher. Elle prit son salaire du jour, quelques billets froissés que Vera lui tendit, et commença à rentrer à l'appartement de Théo. À chaque pas, ses pieds lui faisaient plus mal. Les baskets prêtées étaient une taille trop petite et lui serraient les orteils. Mais elle continua. En arrivant à l'appartement, elle trouva Théo en train de préparer le dîner pendant que Sophie faisait ses devoirs sur la table du salon. La petite fille leva les yeux quand Béatrice entra et courut pour la serrer dans ses bras. « Tu es revenue !» cria-t-elle, excitée. Béatrice serra la petite fille contre elle, sentant des larmes lui piquer les yeux. « Oui, je suis revenue. » Théo se retourna de la cuisinière et vit l'état dans lequel elle se trouvait, le visage épuisé, les mains marquées, la façon dont elle boitait légèrement. Il ne dit rien, lui désigna simplement une chaise. « Assieds-toi. Le dîner est presque prêt. » Béatrice s'assit avec gratitude, et Sophie revint près d'elle, lui montrant ses devoirs. La petite fille parlait sans arrêt, racontant son école, ses amis, sa maîtresse. Béatrice essayait de prêter attention, mais la fatigue était si grande que tout semblait se dérouler au ralenti. Après le dîner, elle aida à faire la vaisselle, même avec les mains douloureuses. Théo essaya de lui dire qu'elle n'avait pas besoin, qu'elle pouvait se reposer, mais Béatrice insista. Elle ne voulait pas être un fardeau. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle était inutile ou gâtée. Cette nuit-là, elle s'allongea sur le canapé plus tôt que d'habitude, le corps criant au repos. Mais elle ne parvenait pas à dormir. La douleur dans ses pieds était trop intense. Elle se tourna et se retourna, essayant de trouver une position confortable, mais rien n'y faisait. Elle était sur le point de s'endormir quand elle entendit un léger bruit dans le salon. Elle ouvrit les yeux et vit Théo tenant quelque chose. Il alluma la lampe de chevet et Béatrice vit que c'était une boîte à chaussures. « Désolé de te réveiller, dit-il à voix basse, mais j'ai remarqué que tu avais mal aux pieds, et ces baskets que tu portes sont trop petites. Alors je suis passé dans un magasin après le travail et je t'ai acheté ça. » Il posa la boîte sur la table basse. À l'intérieur se trouvait une paire de baskets neuves, simples mais de bonne qualité, et avec elle, un petit mot écrit à la main. Béatrice prit le mot avec des mains tremblantes et le lut à la lumière de la lampe. « Si tu décides de partir demain, je comprendrai. Mais si tu pars, au moins ne pars pas avec les pieds douloureux. Personne ne mérite de marcher en ayant mal. » Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée coulèrent enfin. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de douleur physique, mais d'une émotion profonde qu'elle ne savait pas nommer. De la gratitude, de l'affection, un sentiment d'appartenance, peut-être un mélange de tout cela. Théo ne sut que faire face à ses pleurs. Il fit un pas en avant, hésitant. « Eh, si j'ai fait quelque chose de mal, désolé. Je ne voulais pas te mettre dans cet état. » Béatrice secoua la tête, essayant de parler à travers ses larmes. « Tu n'as rien fait de mal, c'est juste que personne n'avait jamais fait une chose pareille pour moi, sans rien attendre en retour, juste parce qu'il s'en souciait. » Théo haussa les épaules, un peu gêné. « C'est la chose à faire. Mais tout le monde ne fait pas ce qui est juste, » dit Béatrice en s'essuyant les yeux. « Toi et Sophie êtes les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. » Théo sourit légèrement. « Sophie a cette facilité, à aimer les gens. Elle t'a adopté dès le premier jour. »« Et toi ?» demanda Béatrice, le regardant directement pour la première fois avec des yeux sans peur ni méfiance. « Tu m'as adopté aussi. » Théo soutint son regard pendant un long moment avant de répondre. « Disons que je t'ai donné une chance, et tu as montré que ça en valait la peine. » Il y eut un silence confortable entre eux. Il n'était pas nécessaire d'en dire plus. Tous deux comprenaient ce que ce moment signifiait. C'était le début d'une confiance plus profonde, d'une connexion qui allait au-delà, de la simple charité. Théo se leva. « Bon, maintenant repose-toi vraiment,
et demain mets ces nouvelles baskets. Elles t'aideront. » Il retourna dans sa chambre et Béatrice resta seule dans le salon, regardant la boîte à chaussures, comme si c'était le cadeau le plus précieux qu'elle ait jamais reçu. Et d'une certaine manière, c'était le cas, parce qu'il n'était pas accompagné d'attentes, d'exigences ou d'arrière-pensées. Il venait simplement d'une préoccupation sincère pour son bien-être. Elle essaya les baskets. Elles lui allaient parfaitement. Et finalement, les pieds à l'aise et le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines, Béatrice réussit à s'endormir. Les jours se transformèrent en semaines. Béatrice continua de travailler à la laverie, et bien que le service restât pénible, elle s'y habitua. Ses mains développèrent des callosités, ses muscles se renforcèrent. Et, plus important encore, elle gagna le respect de Vera et des autres employés. Elle n'était plus la fille à papa perdu qui était arrivée le premier jour. Elle était quelqu'un qui travaillait dur et ne se plaignait pas. À l'appartement, la routine s'installa également. Béatrice se levait tôt, aidait à préparer le petit déjeuner, emmenait Sophie à l'école avant d'aller au travail et revenait le soir pour dîner avec eux. Peu à peu, sans que personne ne sache exactement quand, elle cessa d'être une invitée temporaire pour devenir une partie de cette petite famille. Sophie l'adorait. La petite fille suivait Béatrice partout quand elle était à la maison, lui racontait ses secrets, lui demandait de l'aide pour ses devoirs, voulait qu'elle la coiffe avant de dormir. Et Béatrice, qui n'avait jamais eu de frères et sœurs, ni côtoyé d'enfants, découvrit qu'elle aimait ça. Elle aimait être importante pour quelqu'un d'une manière si pure et si simple. Avec Théo, la relation était différente. Il y avait une connexion grandissante entre eux, mais tous deux prenaient soin de ne pas franchir certaines limites. Ils discutaient pendant le dîner, riaient des histoires de l'un et de l'autre, travaillaient ensemble aux tâches ménagères. Mais il y avait une distance respectueuse, une compréhension tacite qu'ils avaient tous deux leurs espaces et leurs secrets. Jusqu'à une nuit, où tout changea. C'était une aube de samedi. Théo avait fait un service supplémentaire sur le chantier pendant la semaine et devait maintenant faire une livraison urgente de matériel pour un client particulier. C'était un travail supplémentaire qu'il avait accepté pour gagner un peu plus d'argent. Il devait y aller seul, mais Béatrice, qui n'arrivait pas à dormir, proposa son aide. « Je viens avec toi. 4 mains travaillent plus vite que 2. » Théo hésita, mais finit par accepter. Ils laissèrent Sophie dormir sous la garde de Madame Marthe et prirent à la vieille camionnette que Théo utilisait pour ses travaux personnels. L'adresse se trouvait dans une zone plus éloignée, dans une zone industrielle. Les rues étaient désertes à cette heure. Théo se gara devant un entrepôt et commença à décharger les sacs de ciment. Béatrice aidait comme elle le pouvait, bien que chaque sac pesât presque autant qu'elle. C'est quand ils eurent terminé et retournèrent à la camionnette que cela arriva. Un chien énorme et agressif surgit de nulle part, aboyant férocement et courant dans leur direction. Béatrice paniqua. Elle cria et courut sans réfléchir, trébuchant sur une irrégularité de l'asphalte. Elle tomba lourdement, s'écorchant les genoux et les mains. Le chien continuait d'avancer, et Théo courut pour se placer entre l'animal et Béatrice. Il ramassa un morceau de bois qui traînait par terre et fit des mouvements brusques, criant pour effrayer la bête. Le chien, effrayé par sa réaction, recula et s'enfuit. Théo se tourna immédiatement vers Béatrice. Elle était par terre, tremblante, du sang coulant de ses genoux. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, s'agenouillant à côté d'elle et examinant ses blessures. « Ça va, j'ai juste eu peur. » Théo l'aida à se relever, mais quand elle essaya de s'appuyer sur son pied droit, elle grimaça de douleur. Elle s'était tordu la cheville dans sa chute. « On s'en va d'ici, » dit Théo, passant son bras sur ses épaules pour la soutenir. Ils retournèrent à la camionnette et Théo conduisit en silence pour rentrer. Mais ce n'était pas un silence. Tranquille. Béatrice pouvait sentir la tension qui émanait de lui. Ses mains serraient le volant avec force. Sa mâchoire était contractée. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Théo n'avait toujours pas dit un mot. Il aida Béatrice à monter les escaliers, à entrer, à s'asseoir sur le canapé. Il prit la trousse de premier secours et commença à nettoyer ses blessures avec des mouvements mécaniques et brusques. « Aïe, ça fait mal », se plaignit Béatrice. Théo s'arrêta, prit une profonde inspiration et quand il la regarda, ses yeux brillaient de colère et de quelque chose d'autre qu'elle ne put identifier immédiatement. « Tu n'aurais pas dû courir, dit-il,
et il y avait une dureté dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Je t'avais dit de rester dans la voiture. Pourquoi n'es-tu pas resté? J'ai eu peur. Et si tu t'étais vraiment blessé? Et si tu t'étais cassé quelque chose? Et si le chien t'avait attrapé? Mais il ne m'a pas attrapé. »« Mais il aurait pu !» cria presque Théo, puis il s'arrêta, réalisant qu'il avait perdu le contrôle. Il y eut un silence pesant. Béatrice le regarda confuse et un peu effrayée, un peu par sa réaction disproportionnée. Théo le remarqua et passa les mains sur son visage, essayant de se calmer. « Désolé, » dit-il plus bas. « Désolé d'avoir crié. C'est juste que quand je t'ai vu par terre, j'ai eu peur. Très peur. Et cette sensation, je n'aime pas la voir. »« Peur de quoi ?» demanda Béatrice doucement. Théo la regarda longuement avant de répondre. « Peur de te perdre. » Les mots restèrent de suspendus dans l'air entre eux, chargés d'une signification que tous deux commençaient à percevoir, mais avaient encore peur de nommer. Béatrice sentit son cœur s'accélérer. Théo détourna le regard, comme s'il regrettait d'avoir dit cela à voix haute. « Je t'ai amené ici pour t'aider, pour te donner un toit, » continua-t-il, toujours sans la regarder. « Mais d'une manière ou d'une autre, tu es devenu plus que ça. Tu es devenu une partie de notre vie, de ma vie. Et l'idée que quelque chose de mal puisse t'arriver m'a donné une peur que je n'ai pas ressentie depuis que la mère de Sophie nous a quittés. » C'était la première fois que Théo mentionnait la mère de Sophie, et Béatrice perçut le poids de ces mots. Elle ne savait pas quoi dire, ne savait pas comment gérer cette confession. Théo se remit à nettoyer ses blessures, cette fois avec beaucoup plus de soin. Il passa de l'antiseptique, mit des pansements, banda sa cheville. Il fit tout en silence, et quand il eut terminé, il resta là, agenouillé devant elle, tenant sa main entre les siennes. Béatrice regarda cet homme, la façon dont il prenait soin d'elle avec tant d'attention, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose de profond, d'effrayant et de merveilleux à la fois. Elle leva sa main libre et toucha son visage avec délicatesse. Théo ferma, les yeux au contact, et quand il les rouvrit, il y avait en eux une vulnérabilité que Béatrice n'avait jamais vue. « Personne ne s'est jamais soucié de moi comme ça, » dit-elle. « Personne n'a jamais eu peur de me perdre parce que personne ne m'a jamais vraiment vu. »« Moi, je te vois, » dit Théo. « Et moi aussi, je te vois, » répondit Béatrice. Ils restèrent ainsi, à se regarder, un tourbillon d'émotions passant entre leurs regards. Mais Théo s'écarta, se relevant. « Tu as besoin de te reposer. Demain, tu ne travailleras pas. Tu resteras à la maison jusqu'à ce que cette cheville aille mieux. » Béatrice ne discuta pas. Elle était épuisée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Théo éteignit les lumières et alla dans sa chambre. Mais aucun des deux ne parvint à dormir cette nuit-là, tous deux ressassant ce qui s'était passé, ce qui avait été dit, et ce que tout cela signifiait pour eux. Les semaines qui suivirent cette aube furent d'une douceur étrange et prudente. Théo et Béatrice ne revinrent pas sur le sujet des sentiments avoués, mais quelque chose avait changé entre eux. Il y avait plus de regards qui duraient une seconde plus que nécessaire. Il y avait plus de proximité accidentelle lorsqu'ils se croisaient dans la petite cuisine. Il y avait plus de sourires partagés pour des raisons qu'eux-mêmes ne savaient pas expliquer. Sophie, avec la perception aiguë des enfants, remarquait tout. Un soir, alors que Béatrice l'aidait à se brosser les dents avant de dormir, la petite fille demanda avec la naturelle caractéristique de l'enfance « Tu vas te marier avec mon papa ?» Béatrice faillit s'étouffer. « Quoi? Pourquoi tu demandes ça? Parce qu'il sourit plus quand tu es là. Et toi aussi tu souris. » Plus, et à l'école, Julie a dit que quand les adultes se sourient comme ça, c'est parce qu'ils vont se marier. Béatrice ne savait pas si elle devait rire ou être gênée. Les adultes sont compliqués, Sophie. Parfois, on sourit parce qu'on est heureux, c'est tout. Tu es heureuse ici? La question était si directe, si honnête, que Béatrice ne put y échapper. Elle s'agenouilla devant la petite fille et lui prit ses petites mains. « Je le suis, très heureuse, plus heureuse que je ne l'ai été depuis très longtemps. » Sophie sourit, satisfaite de la réponse. « Alors tu vas rester pour toujours ?» Béatrice sentit son cœur se serrer. Elle voulait dire oui, elle voulait promettre qu'elle ne partirait jamais, mais il y avait un poids sur sa poitrine qui l'empêchait de faire cette promesse. Il y avait des secrets qu'elle n'avait pas encore racontés. Il y avait toute une vie qu'elle avait laissée derrière elle et qui, à un moment donné, viendrait lui demander des comptes. « Je resterai le plus longtemps possible, »
répondit-elle, et c'était la seule vérité qu'elle pouvait offrir à ce moment-là. La routine continua. Béatrice travaillait à la laverie pendant la journée, aidait aux tâches ménagères, s'occupait de Sophie, dînait avec Théo. Le week-end, ils sortaient tous les trois ensemble. Ils allaient au parc, au marché, ou se promenaient simplement dans les rues du centre, regardant les vitrines et parlant de tout et de rien. C'étaient des moments simples, mais que Béatrice gardait dans son cœur comme des trésors précieux. Ce fut un jeudi après-midi, pendant son service à la laverie, que tout commença à s'effondrer. Béatrice était à l'accueil, recevant les vêtements d'un client quand quelque chose tomba de son sac qui était accroché à la chaise derrière le comptoir. Ce fut un bruit discret, métallique, qu'elle ne remarqua même pas tout de suite. Mais Vera le remarqua. La propriétaire de la laverie passait par là et vit l'objet par terre. Elle se pencha pour le ramasser et resta figée. C'était un collier. Mais pas n'importe quel collier. C'était une pièce de haute joaillerie, avec de vrais diamants sertis dans de l'or blanc. Le genre de bijou qui coûtait plus cher que toute la laverie. Vera regarda de Béatrice au collier, puis de nouveau à Béatrice. La jeune femme était encore concentrée sur le client, remplissant la fiche, inconsciente de ce qui s'était passé. Mais quand elle se retourna enfin et vit Vera tenant le collier, son visage devint blême. « D'où tu sors ça ?» demanda Vera, la voix basse mais chargée de méfiance. « C'est à moi », répondit automatiquement Béatrice, tendant la main pour reprendre le collier. « À toi ? Une employée de laverie avec un collier qui vaut plus d'1 an de salaire ? Explique-moi ça, ma petite. » Les autres employés avaient cessé de travailler et observaient maintenant la scène avec curiosité. Béatrice sentit la panique lui monter à la gorge. Comment expliquer? Comment dire la vérité sans tout révéler? « C'est un cadeau, dit-elle, mais le mensonge sonna faux même à ses propres oreilles. « Cadeau de qui? D'où viens-tu, au juste? Pourquoi une fille comme toi travaille dans un endroit comme celui-ci ?» Les questions venaient comme des coups, et Béatrice n'avait pas de réponse qu'elle pouvait donner sans détruire la vie qu'elle s'était construite ici. Elle prit le collier des mains de Vera, le rangea dans son sac et tenta de retourner au travail. Mais la propriétaire de la laverie lui attrapa le bras. « Tu vas me donner une explication ou je vais devoir appeler la police. Parce que si tu as volé ça à quelqu'un… » « Je n'ai rien volé, » dit Béatrice, la voix tremblante. « Je te jure que je n'ai rien volé. C'est à moi de droit. Mais je ne peux pas expliquer maintenant. S'il te plaît, Vera, fais-moi confiance. » Vera la regarda dans les yeux pendant un long moment. Il y avait du désespoir, mais aussi de la sincérité. Finalement, elle lâcha le bras de Béatrice. « Tu as jusqu'à la fin de la journée pour me donner une meilleure explication. Sinon, je ne peux pas te garder ici. » Béatrice hocha la tête, sentant les larmes menacées de couler. Elle passa le reste de la journée dans un brouillard d'anxiété, ses mains travaillant mécaniquement, tandis que son esprit tournait en rond, cherchant une issue. Quand la journée se termina, elle n'alla pas parler à Vera. Elle prit simplement ses affaires et partit. Elle savait qu'elle avait probablement perdu son emploi, mais à ce moment-là, elle s'en fichait. Elle devait rentrer à la maison. Elle devait être près de Théo et Sophie. Elle avait besoin de ce sentiment de sécurité, même en sachant qu'il était temporaire et fragile. Mais quand elle arriva à l'appartement, elle trouva Théo assis sur le canapé, le téléphone à la main, et une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage. Ce n'était pas exactement de la colère, c'était de la déception. Et c'était pire. « Tu vas me dire qui tu es vraiment » dit-il sans détour dès qu'elle entra. Béatrice s'arrêta sur le seuil, le cœur battant à tout rompre. « Quoi ?» Théo leva son téléphone. Sur l'écran, il y avait un article d'un site de potins de la ville. Et elle y était. Une photo d'elle datant de quelques mois lors d'une soirée de charité, portant une robe de gala et le fameux collier de diamants. Le titre disait « L'héritière du groupe immobilier Chevalier portée disparue depuis 3 semaines. La famille offre une récompense pour toute information. » Béatrice sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment avait-il trouvé ça? « Vera m'a appelé, » expliqua Théo, comme s'il lisait dans ses pensées. « Elle a dit que tu étais apparu avec un collier hors de prix et qu'elle était inquiète. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai cherché ton nom sur Internet et j'ai trouvé ça. Alors c'est vrai, tu es Béatrice Chevalier, la fille d'Édouard Chevalier, le propriétaire de la moitié des immeubles de bureaux de Paris. » Béatrice ne put répondre. Elle hocha simplement la tête, les larmes coulant enfin. Théo laissa échapper un rire amer.
Et moi, comme un idiot, je pensais aider quelqu'un dans le besoin. Tu as dû bien t'amuser à voir comment vivent les pauvres, n'est-ce pas? C'était une sorte d'expérience sociale pour toi? Non, dit Béatrice, la voix brisée. Ce n'était rien de tout ça. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Alors explique. Explique ce que la fille d'un milliardaire faisait seule dans une rue à 2 heures du matin. Explique pourquoi tu as fait semblant de n'avoir nulle part où aller. Explique pourquoi tu m'as menti pendant tout ce temps. Je n'ai pas menti, dit Béatrice en faisant un pas en avant. J'ai juste omis. Et j'ai omis parce que j'avais peur que tu réagisses exactement comme ça. J'avais peur que tu me juges sans me connaître vraiment. Ah, alors le problème, c'est moi. C'est moi qui ai tort de me sentir utilisé. Tu n'as pas été utilisé. Rien de ce qui s'est passé ici n'était faux. Mes sentiments pour toi et pour Sophie sont réels. Le bonheur que j'ai trouvé dans cette maison est réel. Plus réel que tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Théo secoua la tête, n'arrivant toujours pas à tout assimiler. Pourquoi tu t'es enfui? Pourquoi as-tu quitté ta vie de luxe pour venir travailler dans une laverie pour un salaire de misère? Béatrice prit une profonde inspiration. Il était temps de dire la vérité. Toute la vérité. Parce que mon père voulait me marier à un homme que je n'aimais pas. Un homme d'affaires, un de ses amis, de 20 ans, mon aîné. Il disait que c'était bon pour les affaires, que c'était une alliance importante. Mais il ne m'a pas demandé ce que je voulais. Il ne me l'a jamais demandé. Toute ma vie a été comme ça. Contrôlée, planifiée. Je n'étais pas une personne, j'étais une pièce sur l'échiquier de mon père. Elle s'assit sur la chaise de la cuisine, les jambes tremblant trop pour la soutenir. La nuit où tu m'as trouvé, je m'étais enfui de la maison. J'avais juste pris mon téléphone et ce collier qui appartenait à ma mère et qui est la seule chose que j'ai d'elle. Mais on m'a volé en chemin. Ils ont pris mon téléphone, mes papiers, tout. J'étais perdu, sans savoir quoi faire, où aller. Et puis, tu es apparu. Théo resta silencieux, digérant les informations. Il y avait encore de la colère, mais aussi une compréhension réticente qui commençait à poindre. Tu aurais pu me le dire. J'aurais compris. Vraiment? Tu m'aurais accueilli de la même manière si tu avais su que j'étais riche? Ou aurais-tu pensé que j'étais juste, une fille à papa gâtée qui jouait à être pauvre? Théo ne répondit pas, car au fond, il savait qu'elle avait raison. Il aurait été méfiant. Il aurait gardé ses distances. Il ne lui aurait pas donné la chance de prouver qui elle était vraiment. Je voulais que tu me connaisses pour qui je suis, pas d'où je viens, continua Béatrice. Je voulais me prouver que je pouvais survivre par mes propres moyens, que j'étais capable de travailler, de subvenir à mes besoins, d'être utile. Parce que toute ma vie, les gens ne m'ont vu que comme l'héritière, comme le nom de famille, comme une extension de l'empire de mon père. Personne ne m'a jamais vu comme Béatrice. Mais moi, je t'ai vu, dit Théo à voix basse. Je t'ai toujours vu. Je sais. Et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Ils restèrent là, suspendus dans l'air entre eux, impossibles à ignorer ou à reprendre. Théo la regarda avec un mélange d'émotions qu'il ne pouvait même pas nommer. Amour, colère, confusion, peur, tout en même temps. « Béatrice », commença-t-il, mais il fut interrompu par un coup sec à la porte. Ils se regardèrent, tendus. Théo alla à la porte et regarda par le Judas. Il y avait un homme de l'autre côté, tenant un téléphone et regardant alternativement l'écran et la porte de l'appartement. Théo n'entrouvrit la porte que d'une fente. « Je peux vous aider ?» L'homme sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Je cherche une jeune femme, Béatrice Chevalier. J'ai des informations selon lesquelles elle se trouve dans cet appartement. » « Je ne vois pas de qui vous parlez, » répondit Théo en essayant de fermer la porte. Mais l'homme mit son pied dans l'entrebâillement. « Écoutez, pas la peine de compliquer les choses. Son père offre 50 000 € de récompense pour des informations sur sa localisation. 50 000, ça peut changer une vie. » Béatrice s'était levée et se tenait maintenant derrière Théo. L'homme la vit et son sourire s'élargit. « Vous voilà. Votre famille s'inquiète, mademoiselle Chevalier. Votre père veut que vous rentriez à la maison. »« Je ne rentrerai pas, » dit Béatrice, essayant de paraître ferme malgré sa peur. L'homme haussa les épaules. « Ce n'est pas avec moi que vous allez discuter de ça. J'ai déjà transmis la localisation à l'équipe de sécurité de votre père. Il devrait arriver d'ici quelques minutes. » Théo sentit la panique monter. Il regarda Béatrice
et vit la terreur dans ses yeux. Peu importait ce qui s'était passé entre eux, peu importait la colère qu'il ressentait à cause du mensonge. Elle était effrayée, et il ne pouvait pas rester là sans rien faire. « Viens, dit-il en lui prenant la main. On sort d'ici. Courez tant que vous voulez, cria l'homme derrière eux. Ils vous trouveront. Mieux vaut y aller de votre plein gré que de force. Mais Théo et Béatrice descendaient déjà les escaliers par la sortie de secours à l'arrière de l'immeuble. Ils coururent dans la rue latérale, tournèrent à gauche, puis à droite, essayant de s'éloigner le plus possible. Ils s'arrêtèrent finalement dans une ruelle sombre pour reprendre leur souffle. Béatrice tremblait, et Théo remarqua qu'il y avait des larmes sur son visage. « Sophie, dit-elle entre deux sanglots, et s'ils s'en prennent à elle? S'ils l'utilisent pour me trouver ?» Théo prit son téléphone et appela Madame Marthe. La voisine confirma que Sophie allait bien, qu'elle jouait chez elle, et qu'il n'y avait personne d'étrange dans les parages. Il lui demanda de garder la petite fille là encore quelques heures, en inventant une excuse quelconque. « Elle est en sécurité, dit Théo, et Béatrice soupira de soulagement. Ils restèrent là quelques minutes, en silence. Théo regarda la jeune femme à ses côtés. Même dans la pénombre de la ruelle, même avec le visage maculé de larmes, elle était belle. Et il réalisa quelque chose qui l'effraya. Il réalisa que, malgré le mensonge, malgré tout, il tenait toujours à elle. Il voulait toujours la protéger. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Béatrice. « Pourquoi m'as-tu aidé à fuir? Tu étais en colère contre moi. »« Je le suis toujours, » admit Théo. « Mais ça ne veut pas dire que je vais te laisser retourner à une vie que tu ne veux pas. Personne ne mérite d'être prisonnier, même dans une cage dorée. » Béatrice le regarda avec une intensité qui le fit détourner les yeux. « Tu saignes, » dit-elle soudain, en montrant son bras. Théo regarda et vit qu'il avait une coupure à l'avant-bras. Il avait dû se blesser en sautant la clôture à l'arrière de l'immeuble dans leur fuite. Il ne l'avait pas remarqué dans la précipitation, mais maintenant que l'adrénaline retombait, il sentait la douleur lancinante. « Ce n'est rien, » dit-il. Béatrice prit le bas de son propre haut et en déchira un morceau, improvisant un bandage. Elle noua le tissu autour de son bras avec soin. « Tu fais toujours ça, dit-elle doucement. Tu te blesses toujours en me protégeant. Pourquoi ?» Théo lui prit la main, l'empêchant de finir le bandage. Il la regarda dans les yeux et répondit avec une honnêteté brutale. « Parce que quand je t'ai vu cette première nuit, sous la pluie, effrayée et seule, j'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et j'ai aidé parce que c'est comme ça qu'on m'a élevé. Mais ensuite, sans que je m'en rende compte, tu as cessé d'être quelqu'un que j'aidais pour devenir quelqu'un sans qui je ne peux pas imaginer ma vie. Et ça me fait peur. Ça me fait très peur parce que tu viens d'un monde différent du mien. Un monde où 50 000 €, c'est juste une récompense quelconque. Et moi, je viens d'un monde où 50 000 € pourraient tout changer. Et pourtant, tu ne m'as pas livré, dit Béatrice. Et pourtant, je ne t'ai pas livré. Ils restèrent là, si proches que Béatrice pouvait sentir sa respiration sur son visage. Elle était sur le point de dire quelque chose quand ils entendirent des voix au loin. Des voix qui les cherchaient. « Il faut qu'on bouge », dit Théo. Ils sortirent de la ruelle et marchèrent dans les rues, essayant de paraître comme un couple ordinaire rentrant tard chez lui. Théo connaissait bien ces rues. Il connaissait chaque raccourci, chaque venelle. Il emmena Béatrice chez un ami qui habitait à quelques pâtés de maison de là, un collègue de travail qui lui devait quelques services. L'ami, un homme nommé Georges, ouvrit la porte, endormi, mais ne posa pas de questions. Il les laissa simplement entrer et leur offrit le canapé pour la nuit. Quand ils furent enfin en sécurité, Théo et Béatrice s'assirent côte à côte sur le canapé. Georges était retourné dans sa chambre, les laissant seuls. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Béatrice. Théo soupira. « Je ne sais pas. Mais demain, tu vas devoir prendre une décision. Tu vas devoir choisir entre retourner à ta vie d'avant ou rester ici. Et si tu choisis de rester, tu devras affronter ton père. On ne peut plus fuir. »« Je sais, » dit Béatrice, et elle le savait vraiment. Elle savait que le temps de vivre caché était terminé. Elle savait qu'à un moment donné, elle devrait confronter la réalité qu'elle avait laissée derrière elle. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle n'était pas seule, et cela faisait toute la différence. Théo la regarda une dernière fois avant de fermer les yeux, épuisé. « Demain, on réglera tout. Maintenant, repose-toi. »
Béatrice acquiesça, mais elle mit beaucoup de temps à s'endormir. Elle resta là, observant son visage dans la pénombre, mémorisant chaque détail, craignant que ce ne soit la dernière fois qu'elle en ait l'occasion, parce qu'elle savait que le pire était encore à venir, et que lorsque le soleil se lèverait, tout changerait à nouveau. Le matin arriva avec une lumière grise filtrant à travers les fins rideaux du salon de Georges. Béatrice se réveilla la première, le corps endolori d'avoir dormi dans une position inconfortable. Théo était toujours à ses côtés, la tête appuyée sur le dossier du canapé, le visage marqué par la fatigue. Elle observa ses traits un instant, gravant chaque détail dans sa mémoire. Elle avait peur que cette image soit tout ce qui lui resterait bientôt. Théo ouvrit les yeux lentement et croisa son regard. Pendant une seconde, ils oublièrent où ils étaient et pourquoi. Il n'y avait que cette connexion silencieuse qui s'était formée entre eux au fil des semaines. « Bonjour », dit-il, la voix rauque de sommeil. « Bonjour ». Le moment fut interrompu lorsque Georges apparut, déjà habillé pour le travail, tenant 2 tasses de café. « Vous deux, vous devez régler ça aujourd'hui, dit-il sans détour. Ce n'est pas sûr de rester caché longtemps. Si son père a autant de pouvoir que vous le dites, il vous trouvera un jour ou l'autre. » Théo savait que son ami avait raison. Il se leva, étira son corps fatigué et prit son téléphone. Il y avait plusieurs appels manqués de Madame Marthe. Il la rappela immédiatement, le cœur serré. « Théo, Dieu merci. » La voix de la voisine était chargée d'inquiétude. « Sophie ne va pas bien. Elle a une forte fièvre depuis cette nuit. Je lui ai donné un médicament, mais ça ne baisse pas. » Le monde de Théo s'arrêta. « J'arrive tout de suite. »« Attends, il y a autre chose. 2 hommes en costume sont passés ici tôt ce matin te cherchant, toi et une jeune femme. J'ai dit que je ne savais rien, mais ils surveillaient l'immeuble. Je crois qu'ils sont encore dans le coin. » Théo jura à voix basse. Il regarda Béatrice, qui s'était levée en percevant l'urgence de la conversation. « C'est Sophie, dit-il. Elle a une forte fièvre, et il y a des gens qui surveillent mon immeuble. » Béatrice sentit la panique monter. Sophie malade, et c'était de sa faute. Si ce n'était pas pour elle, si elle n'était pas apparue dans leur vie, rien de tout cela ne serait arrivé. « Je viens avec toi, dit-elle. »« Non, répondit Théo, c'est trop risqué. S'il te voit, ça m'est égal. Sophie a besoin de toi, et tu pourrais avoir besoin de moi. On y va ensemble. » Georges leur prêta une casquette et des lunettes de soleil pour que Béatrice essaie de se déguiser. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que rien. Ils sortirent de chez lui et prirent les rues secondaires, évitant les artères principales. Théo connaissait chaque coin, chaque raccourci, et utilisa cette connaissance pour arriver à l'immeuble par l'arrière, par l'entrée de service. Ils montèrent les escaliers en courant et entrèrent dans l'appartement. Sophie était allongée sur le canapé du salon de Madame Marthe, le visage rouge de fièvre, les yeux mi-clos. Quand elle vit son père, elle esquissa un faible sourire. « Papa » murmura-t-elle. Théo courut vers elle, prit la petite fille dans ses bras et sentit la chaleur excessive de son petit corps. La fièvre était vraiment élevée. Béatrice resta à la porte, observant la scène, le cœur serré. Sophie ouvrit un peu plus les yeux et la vit. « Bia » appela la petite fille en utilisant le surnom affectueux qu'elle lui avait donné. Béatrice s'approcha et prit la petite main chaude de Sophie. « Je suis là, ma puce. Tu vas guérir. » Mais même en disant cela, elle voyait l'inquiétude sur le visage de Théo. Ce n'était pas une fièvre ordinaire. Quelque chose n'allait pas. « Il faut l'emmener à l'hôpital, dit Théo à Madame Marthe. Maintenant. » La voisine acquiesça. « Je viens avec vous. » Ils descendirent rapidement. Théo portait Sophie dans ses bras, Béatrice marchait à ses côtés, et Madame Marthe fermait la marche. Quand ils arrivèrent dans la rue, Théo chercha un taxi, mais avant qu'il ne puisse en trouver un, une voiture noire et luxueuse freina devant eux. 2 hommes en costume descendirent. Ils étaient grands, clairement des gardes du corps entraînés, et derrière eux, sortant de la banquette arrière, se trouvait un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants parfaitement coiffés, en costume sur mesure, l'expression sévère. Édouard Chevalier. Béatrice sentit ses jambes flageoler. « Papa !» Édouard regarda sa fille avec un mélange de soulagement et de colère contenue. Puis, ses yeux se tournèrent vers Théo, l'évaluant de la tête aux pieds,
avec un regard qui ne cachait pas son dédain. « C'est donc cet individu qui a caché ma fille. »« Je n'ai caché personne, » répondit Théo, gardant la voix ferme, malgré la situation désavantageuse. « Elle était ici parce qu'elle le voulait, et maintenant, si vous permettez, je dois emmener ma fille à l'hôpital. » Édouard regarda Sophie dans les bras de Théo, et quelque chose changea dans son expression. Juste une seconde, mais Béatrice le vit. C'était une inquiétude sincère. Son père, malgré tout le contrôle et la froideur qu'il affichait, n'était pas complètement dénué d'humanité. « Mon chauffeur vous y conduira, » dit Édouard. « C'est plus rapide que d'attendre un taxi. »« Je n'ai pas besoin de votre aide, » répondit Théo. « Mais votre fille, si, » rétorqua Édouard. « Et s'il y a une chose que je comprends, c'est le désespoir d'un père quand son enfant est en danger. » Il y eut un moment de tension. Théo regarda Sophie, qui était de plus en plus apathique dans ses bras, et prit la décision la plus difficile. Il accepta. Ils montèrent dans la voiture, Théo tenant Sophie, Béatrice à ses côtés. Édouard monta à l'avant, à côté du chauffeur. Le trajet jusqu'à l'hôpital le plus proche se fit dans un silence pesant. Quand ils arrivèrent, Théo descendit en courant avec Sophie. Béatrice le suivit, mais Édouard la retint par le bras. « Laisse-les s'occuper de ça, dit-il. Toi, tu viens avec moi. Nous devons parler. »« Non, je dois être avec eux. »« Béatrice !» La voix d'Édouard était ferme, mais pas cruelle. « Tu n'es pas médecin, tu ne peux rien faire là-dedans pour le moment. Laisse les professionnels s'occuper de la petite. » Béatrice hésita, regardant dans la direction où Théo avait disparu. Mais Édouard la guidait déjà vers une salle d'attente plus privée de l'hôpital. Ils s'assirent sur des chaises en plastique inconfortables, entourés de l'odeur caractéristique de désinfectant et du brouhaha lointain des urgences. « 3 semaines, commença Édouard. Tu m'as laissé m'inquiéter pendant 3 semaines. Ta grand-mère a eu une crise d'hypertension. J'ai annulé des réunions, engagé des enquêteurs, fouillé toute la ville. Et tu étais là tout ce temps à jouer à Cendrillon. »« Je ne jouais pas, » répondit Béatrice, retrouvant sa voix. « Je vivais. Vraiment, pour la première fois de ma vie. »« Vivre ?» Édouard laissa échapper un rire sans joie. « Travailler dans une laverie pour un salaire de misère, dormir sur un canapé dans un minuscule appartement, c'est ça vivre pour toi. C'est plus vivre que ce que je faisais dans notre penthouse. Là-bas, j'étais juste un objet de décoration, un symbole. La fille parfaite qui souriait sur les photos et faisait ce qu'on lui disait sans discuter. » Édouard resta silencieux un moment. Quand il reparla, il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose que Béatrice entendait rarement, de la vulnérabilité. « J'ai seulement voulu le meilleur pour toi. Tout ce que j'ai construit, c'était en pensant à te laisser un héritage. Mais tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Tu ne m'as jamais vu comme une personne distincte de tes plans. Parce que je pensais savoir ce qui était le mieux. Je pensais qu'en te protégeant de toutes les difficultés, en te donnant tous les luxes, j'étais un bon père. Mais je n'avais pas besoin de luxe, dit Béatrice, les larmes coulant enfin. J'avais besoin d'être vue, d'être entendue, d'être libre de faire mes propres choix, même s'ils étaient mauvais. » Édouard regarda ses propres mains, comme s'il y voyait quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. « Et cet homme, ce Théo, il te rend heureuse ?»« Oui, » répondit Béatrice sans hésiter. « Il me voit. Il ne voit pas l'héritière, ni le nom de famille, ni l'argent. Il me voit, moi. Et il m'a appris qu'il y a de la valeur dans des choses que l'argent ne peut pas acheter, comme la gentillesse sans rien attendre en retour, comme travailler dur pour quelque chose que l'on a conquis de ses propres mains, comme aimer sans condition. » Édouard soupira, paraissant soudain plus vieux et plus fatigué. « Tu en es sûr? Sûr que ce n'est pas juste une illusion? Que lorsque la nouveauté passera, lorsque la réalité frappera, tu ne le regretteras pas? J'en suis sûr. Et si un jour je le regrette, ce sera un choix que j'aurai fait, pas une vie qu'on m'aura imposée. » Avant qu'Édouard ne puisse répondre, Théo apparut dans la salle d'attente. Il était pâle, visiblement secoué. Béatrice se leva immédiatement. « Comment va-t-elle » Théo prit une profonde inspiration. Méningite virale. Elle doit rester hospitalisée. Mais le médecin a dit que si nous avions attendu quelques heures de plus, ça aurait pu être grave. Très grave. Béatrice sentit ses jambes flageoler. Elle dut s'appuyer contre le mur. Sophie, cette adorable petite fille pleine de vie qui l'avait accueillie sans jugement, qui était devenue si importante pour elle. « Combien coûtera l'hospitalisation » demanda Théo, craignant déjà la réponse. Un des administrateurs de l'hôpital apparut avec un presse-papier.
Nous parlons d'au moins 15 000 €, monsieur. Pour le traitement complet, les médicaments, l'hospitalisation. Théo devint encore plus pâle. Il n'avait pas 15 000 €. Il n'en avait même pas la moitié. Toutes ses économies réunies n'atteindraient trop pas cette somme. « C'est moi qui paie », dit Béatrice en faisant un pas en avant. Théo la regarda, surpris. « Non, tu n'as pas… Si, je le dois. Sophie est importante pour moi. Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. » Il y avait une supplication dans sa voix, et Théo comprit que ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait pour Béatrice de devoir faire quelque chose, d'aider de manière concrète. Il hocha la tête, ravalant sa fierté. Béatrice se tourna vers son père. « J'ai besoin de mon compte. Et de mes papiers. » Édouard étudia le visage de sa fille. Il y vit la détermination, la certitude, et il comprit enfin, qu'il avait déjà perdu la bataille pour la contrôler, qu'elle avait grandi et était devenue sa propre personne, et que tenter de la retenir serait la même chose que la perdre pour toujours. « Je m'en occupe, » dit-il simplement. En moins d'1 heure, tout était réglé. L'hospitalisation payée, Sophie installée dans une chambre confortable, sous traitement, et commençant à y répondre. Théo resta à son chevet tout le temps, tenant sa petite main, lui chuchotant des mots de réconfort. Béatrice observait depuis la porte. Édouard était à côté d'elle. « C'est un bon père, » dit Édouard, « et apparemment un homme bien. »« Oui, » acquiesça Béatrice, « le meilleur que j'ai jamais connu. » Édouard posa la main sur l'épaule de sa fille. Un geste rare, intime. « Tu en es sûr de vouloir renoncer à tout, à l'entreprise, au confort, à la vie que tu as toujours connue ?» Béatrice regarda Théo, la façon dont il s'occupait de Sophie avec tant d'amour et de dévouement. Elle regarda cette chambre d'hôpital qui, malgré toute sa simplicité, était remplie de quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel manoir. Elle était remplie d'amour véritable. « Je ne renonce pas à tout. Je gagne quelque chose que je n'ai jamais eu. Je gagne une vraie famille. Je gagne la liberté. Je gagne une vie qui a un sens. » Édouard resta silencieux un long moment. Puis il soupira. « Tu ressembles à ta mère. Elle était têtue comme ça, elle aussi. Elle a aussi choisi le cœur plutôt que la raison. » Béatrice se tourna vers son père, surprise. Elle ne l'avait jamais entendu parler ainsi de sa mère, qui était partie des années plus tôt, ne supportant plus le style de vie qu'Édouard exigeait. « Et tu as regretté de l'avoir laissé partir ?» demanda doucement Béatrice. Édouard regarda sa fille avec une profonde tristesse dans les yeux. « Je regrette de ne pas l'avoir suivie, d'avoir laissé mon orgueil prendre le dessus. Je ne commettrai pas la même erreur 2 fois. » Il tendit la main et Béatrice la prit. Ce n'était pas une étreinte, pas une réconciliation complète, mais c'était un début. C'était un pont qui se construisait entre 2 mondes, 2 réalités, 2 personnes qui apprenaient à se voir vraiment. « Si tu restes avec lui, si tu choisis cette vie, je ne te soutiendrai pas, » dit Édouard. Mais il y avait quelque chose de triste dans son ton. « Mais je ne t'en empêcherai pas non plus. Tu es une adulte. Tes choix sont les tiens. Merci, papa. Mais si un jour tu as besoin, si un jour les choses deviennent difficiles, ma porte est ouverte. Toujours. » Béatrice hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Je sais. » Édouard lui dit au revoir et quitta l'hôpital. Avant de partir, cependant, il s'arrêta à la réception et laissa des instructions pour que toutes les dépenses médicales de Sophie lui soient envoyées, quelle que soit la durée de l'hospitalisation. C'était sa façon d'essayer de réparer les choses, sa façon de montrer que, malgré tout, il comprenait. Béatrice entra dans la chambre. Théo leva les yeux, qui étaient rouges de fatigue et d'inquiétude. « Elle va s'en sortir, » dit Béatrice. « Les médecins ont dit que la fièvre commence déjà à baisser. » Théo hocha la tête mais ne put parler. L'émotion était coincée dans sa gorge. Béatrice s'approcha et posa sa main sur la sienne. Ils restèrent ainsi, en silence, unis par l'inquiétude pour cet enfant qu'ils aimaient tous les 2. Quelques heures plus tard, quand Sophie se réveilla enfin, plus lucide et avec la fièvre maîtrisée, elle regarda autour d'elle et sourit en les voyant tous les 2. « Vous êtes fâchés ?» demanda-t-elle avec la sincérité d'un enfant. Théo et Béatrice se regardèrent et ne purent s'empêcher de sourire. « Non, ma puce, » dit Théo, « on n'est pas fâchés. »« Tant mieux, » répondit Sophie, sa petite voix encore faible, « parce que j'aime bien quand vous êtes ensemble. La maison est plus joyeuse. »
Ces mots simples brisèrent toute barrière qui existait encore entre Théo et Béatrice. Il la regarda et ne vit plus l'héritière qui avait menti, mais la femme qui avait travaillé, dure qui avait pris soin de sa fille, qui avait choisi de rester même quand elle aurait pu retourner au confort. « Désolé d'avoir douté de toi », dit-il à voix basse. « Désolé de ne pas avoir dit la vérité depuis le début. » Sophie prit leurs deux mains et les joignit sur la couverture. « Voilà. Maintenant, vous avez fait la paix. » Théo et Béatrice rirent à travers leurs larmes. Et à ce moment, dans cette chambre d'hôpital, sentant le médicament et au mur blanc, ils comprirent qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare. Ils avaient trouvé une famille qui n'était pas définie par le sang ou l'argent, mais par le choix, par l'amour, par un engagement mutuel. Sophie resta hospitalisée 3 jours de plus. Pendant cette période, Béatrice vécut pratiquement à l'hôpital, aidant Théo à s'occuper de la petite, apportant de la nourriture, racontant des histoires, faisant tout ce qu'elle pouvait pour rendre ses jours plus légers. Et Théo réalisa qu'elle n'était pas là par obligation ou par culpabilité. Elle était là parce qu'elle le voulait, parce que c'était sa famille maintenant. Quand Sophie sortit de l'hôpital, ils rentrèrent ensemble à l'appartement. C'était la première fois depuis des jours qu'ils étaient tous les trois là, dans ce petit espace rempli d'amour. Béatrice aida Sophie à s'installer sur le canapé, la couvrit d'une couverture propre et s'assit à côté d'elle, pendant que Théo préparait une tisane. « Bia » appela Sophie. « Tu vas rester avec nous maintenant ? Pour de vrai ? Pour toujours ?» Béatrice regarda Théo qui avait arrêté ce qu'il faisait et l'observait maintenant, attendant la réponse. « Si vous voulez de moi ici, je reste. »« On veut, » dit immédiatement Sophie. « N'est-ce pas, papa ?» Théo s'approcha, s'assit de l'autre côté de Sophie et tendit la main à Béatrice. Elle la prit, entrelaçant leurs doigts. « On veut, » confirma-t-il. « Beaucoup. » Et ainsi fut décidé. Béatrice ne retournerait pas au penthouse, ne retournerait pas à la vie contrôlée par son père, ne retournerait pas être l'héritière parfaite que tout le monde attendait d'elle. Elle resterait là, dans ce petit appartement, avec cet homme travailleur et cette adorable petite fille, construisant une vie qui n'avait peut-être pas de luxe, mais qui avait quelque chose d'infiniment plus précieux. Elle avait de la vérité, elle avait de l'amour, elle avait la liberté. Dans les jours qui suivirent, Béatrice dut retourner chez son père pour récupérer ses affaires et régler des questions légales. La conversation fut difficile. Édouard tenta, une dernière fois, de la convaincre de rester. Il lui offrit un poste dans l'entreprise, un appartement à elle, tout ce qu'elle pouvait désirer. Mais Béatrice resta ferme dans son choix. Avant de partir, cependant, elle s'arrêta à la porte et regarda en arrière. « Papa, je t'aime toujours. Tu es mon père, et tu le seras toujours. Mais j'ai besoin de vivre ma propre vie. J'ai besoin de découvrir qui je suis loin de tout ça. » Édouard hocha la tête, les yeux humides. « Je sais, et peut-être qu'un jour je comprendrai complètement. Tu peux venir nous voir, dit Béatrice, quand tu voudras mieux connaître Théo et Sophie. Ils sont ma famille maintenant. » Édouard ne répondit pas, mais Béatrice vit quelque chose changer sur son visage. C'était l'acceptation lente et douloureuse, mais c'était l'acceptation. 2 mois plus tard, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Béatrice travaillait à la laverie, mais elle aidait aussi Théo avec des travaux supplémentaires le week-end. Ils avaient eu une idée simple, mais qui les excitait. Ouvrir un petit stand de nourriture dans le parc le samedi et le dimanche. Avec l'argent que Béatrice avait économisé et l'aide d'un petit prêt qu'ils avaient obtenu, ils achetèrent un food truck d'occasion. Ils passèrent des semaines à le rénover, le peindre, l'équiper. Théo s'occupait de la structure, Béatrice apprenait à cuisiner pour de vrai avec l'aide de tutoriels sur Internet et des conseils de Madame Marthe. Et Sophie dessinait le logo qui serait peint sur le côté du camion. Le premier samedi d'ouverture, ils se levèrent à 5 heures du matin. Ils étaient nerveux, excités, effrayés. Ils préparèrent les muffins, les burritos, le café spécial. Ils installèrent le camion dans le parc et attendirent. Les premiers clients apparurent, timides, curieux. Mais la nourriture était bonne, faite avec amour, et l'accueil était chaleureux. Sophie aidait en distribuant des serviettes et des autocollants qu'elle avait elle-même dessinés. Les gens souriaient en voyant la petite fille, si animée et heureuse. À la fin de la journée,
Quand ils comptèrent les recettes, ce n'était pas beaucoup. Mais c'était à eux. C'était le fruit de leur travail commun, de l'effort d'une famille qui s'était formée non par convention, mais par choix. Béatrice regarda autour d'elle. Le parc plein de vie. Sophie courant et jouant avec d'autres enfants. Théo rangeant le camion pour le lendemain. Et elle sentit une paix profonde. Il n'y avait pas de manoir, pas de dîner de gala, pas de chauffeur ou d'employé. Mais il y avait de l'amour. Il y avait un but. Il y avait le sentiment que chaque jour comptait, parce que chaque jour était construit de leurs propres mains. Théo s'approcha d'elle et passa son bras autour de sa taille. Fatiguée, épuisée, admit-elle avec un sourire, mais heureuse. Ça valait le coup alors? De tout laisser derrière? Béatrice le regarda dans les yeux. Ça valait le coup, parce que j'ai découvert qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un château pour se sentir reine. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un canapé, d'un verre d'eau chaude et de quelqu'un qui voit ce que l'argent ne pourra jamais acheter. La valeur d'un cœur sincère. Théo sourit et l'embrassa. Un baiser doux mais plein de promesses, d'avenir, d'engagement, d'un amour qui avait été mis à l'épreuve et avait survécu. Sophie courut vers eux, sautant avec enthousiasme. « Papa, Bia, vous avez vu? On a tout vendu, tout !» Ils rirent tous les deux et serrèrent la petite fille dans leurs bras. Là, au milieu de ce parc, au son des rires de Sophie et du mouvement de la ville environnante, ils n'étaient qu'une famille parmi d'autres. Une famille ordinaire, avec des problèmes ordinaires, des rêves simples et un amour extraordinaire. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Quelques mois plus tard, un dimanche matin, alors qu'ils préparèrent le camion pour une autre journée de travail, Béatrice entendit une voix familière. C'est donc ici que l'héritière travaille maintenant. Elle se retourna et vit Édouard, debout, habillé de manière plus décontractée qu'elle n'en avait l'habitude. Un jean et un polo. Il semblait déplacé, mais il y avait quelque chose de plus léger dans son expression. « Papa, » dit-elle, surprise, « qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue goûter ces fameux muffins que ma fille prépare, et mieux connaître cette famille qui me l'a volé. » Mais il y avait un sourire discret sur ses lèvres, et Béatrice comprit que c'était une plaisanterie, une façon pour lui de tendre la main. Théo s'approcha un peu tendu, mais lui tendit la main. Monsieur Chevalier, Édouard lui serra fermement la main, étudiant le visage de l'homme qui avait changé la vie de sa fille. Et après un moment, il hocha la tête. « Appelez-moi Édouard. » C'était un début. Ce n'était pas une acceptation complète, pas une réconciliation magique, mais c'était un pas. C'était Édouard qui essayait à sa manière de faire partie de cette nouvelle réalité. Sophie arriva en courant et s'arrêta en voyant le monsieur inconnu. « Qui es-tu » Béatrice s'agenouilla à côté de la petite fille. « Sophie, c'est mon père, ton grand-père Édouard. » Sophie écarquilla les yeux. « J'ai un grand-père maintenant ?» Édouard regarda cet enfant, avec ses cheveux en désordre et son large sourire, et quelque chose bougea en lui. Quelque chose qu'il pensait avoir perdu depuis longtemps. La capacité d'aimer quelque chose qui n'avait aucun rapport avec les affaires ou le pouvoir. Juste aimer comme ça. « On dirait bien, dit-il, et il y avait une douceur inédite dans sa voix. Sophie sauta de joie et prit la main d'Édouard, l'entraînant pour lui faire visiter le food truck. Béatrice et Théo observèrent la scène, émerveillés. Qui aurait cru que cet homme si froid et si contrôlant pourrait être attendri par l'enthousiasme d'un enfant? La journée se déroula de manière étonnamment agréable. Édouard goûta les muffins, les trouva excellents, discuta avec quelques clients, observa comment la petite famille travaillait en harmonie. Et à la fin de la journée, avant de partir, il appela Béatrice à part. « Tu as fait le bon choix, dit-il. Pas le choix que j'aurais fait, pas le choix que je voulais pour toi. Mais en te regardant maintenant, en te voyant vraiment heureuse pour la première fois depuis des années, je comprends. Merci, papa. Ça signifie beaucoup pour moi que tu dises ça. Et cet individu, continua Édouard en regardant Théo qui jouait avec Sophie, il te traite bien? Il me traite comme si je valais plus que tout l'argent du monde. Édouard sourit, un vrai sourire, pas les sourires d'affaires que Béatrice avait l'habitude de voir. Alors c'est un homme chanceux. Béatrice secoua la tête. Non, papa, la chanceuse, c'est moi. Et c'était vrai, parce qu'elle avait appris que le bonheur ne vient pas de tout avoir, mais d'avoir ce qui compte vraiment. Il vient du fait de se réveiller à côté de personnes qui vous aiment vraiment. Il,
vient du fait de travailler dur pour quelque chose que l'on a construit de ses propres mains. Il vient de tomber, de se relever et de continuer à essayer. Il vient de transformer l'ordinaire en extraordinaire simplement parce que l'on a choisi d'être là, pleinement, complètement. Cette nuit-là, quand ils rentrèrent à l'appartement, fatigués mais satisfaits, ils s'installèrent tous les trois sur le canapé. Le même canapé où tout avait commencé cette nuit pluvieuse, des mois auparavant. Sophie s'endormit entre Théo et Béatrice, son ours-miel serré contre sa poitrine. Théo regarda Béatrice par-dessus la tête de sa fille endormie. « Tu regrettes quelque chose ?» Béatrice réfléchit un instant. Elle pensa à la vie qu'elle avait laissée, au confort auquel elle avait renoncé, aux facilités qu'elle n'avait plus. Mais ensuite, elle regarda autour d'elle. Ce petit appartement qu'elle appelait maintenant son foyer. Cet homme qui la voyait pour ce qu'elle était vraiment. Cette petite fille qui l'aimait inconditionnellement. La vie simple mais pleine de sens qu'elle s'était construite. « Rien du tout, répondit-elle. Je ne regrette absolument rien. Et c'était la plus pure vérité. Parce que parfois, pour trouver ce qui compte vraiment, il faut d'abord se perdre. Il faut laisser derrière soi tout ce que l'on croyait nous définir. Il faut avoir le courage de marcher vers l'inconnu. Et quand on le trouve enfin, quand on comprend enfin la vraie signification du foyer, de la famille, de l'amour, on se rend compte que le voyage, aussi douloureux qu'il ait été, en valait chaque seconde. » Béatrice ferma les yeux, la tête appuyée sur l'épaule de Théo, sentant le poids léger de Sophie contre elle, et elle s'endormit avec un sourire aux lèvres, sachant que pour la première fois de sa vie, elle était exactement là où elle devait être. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Béatrice, Théo et Sophie a profondément touché vos cœurs. Si vous avez été émus par ce voyage de renoncement, de découverte et d'amour véritable, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel a été le moment qui vous a le plus marqué. Vous êtes-vous identifié au courage de Béatrice de tout laisser derrière elle, à la bonté de Théo en accueillant une inconnue, à la douceur de Sophie? Partagez vos impressions avec nous. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses et captivantes comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond et le plus vrai de l'âme humaine, montrant que l'amour, la générosité et le courage de faire des choix difficiles peuvent transformer complètement nos vies. Nous vous attendons au prochain épisode avec une nouvelle histoire qui touchera votre cœur.